Après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, les relations internationales sont marquées par deux événements importants. Le premier événement, c'est la décolonisation après 1947, tout d'abord en Asie, puis ensuite, après 55, grossièrement en Afrique. Deuxième phénomène, il s'agit de la guerre froide de 1947 à 1991, puis la fin de la guerre froide, entre 89 et 91, c'est la fin du bloc de l'Est, c'est la fin de l'URSS qui explose en une quinzaine d'États indépendants. Et on peut légitimement se demander, après la fin de cette guerre froide et au début des années 1990, quelle est la géographie politique du monde, comment le monde s'organise-t-il, quelles sont les principales puissances et les rapports de force. Deux éléments principaux à retenir dans cette leçon. Nous aborderons deux thèmes dans ce podcast. Le premier thème, c'est tout d'abord celui de la poursuite de la construction européenne. C'est le premier événement majeur du début des années 1990. Et deuxième phénomène, eh bien, ce sera la construction petit à petit, l'esquisse d'un monde multipolaire. Les avancées de la construction européenne, tout d'abord, rappelons quelques dates clés dans la construction européenne. 1951, c'est la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui fait collaborer 6 États européens, France, Italie, Allemagne, et puis les 3 États du Benelux, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. 1957, ces 6 États passent à la vitesse supérieure puisqu'elles collaborent désormais dans un domaine beaucoup plus large qu'est le domaine économique. C'est le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne. Et cette communauté européenne, cette communauté économique européenne est un espace de prospérité extrêmement attractif qui incite de nouveaux États à le rejoindre. Il y a 4 élargissements successifs de la communauté économique européenne, avec par exemple en 1973 l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark, et puis dans les années 1980, la communauté économique européenne s'ouvre à d'anciennes dictatures qui sont devenues des démocraties, comme le Portugal ou comme l'Espagne. 1951 CK, 1957 CEE, avec 1992 vient le traité de Maastricht et la transformation de la communauté économique européenne en Union européenne. Cette nouvelle organisation est marquée par ce qu'on appelle un approfondissement de la construction européenne. Et le terme approfondissement est un terme extrêmement important. Que désigne-t-il? Eh bien, il signifie tout simplement que les États européens collaborent dans davantage de domaines et le lien qui les lie est renforcé. Le traité de Maastricht marque un certain nombre d'avancées dans la construction européenne, un véritable approfondissement du lien européen qui se traduit de différentes manières. Premièrement, la collaboration économique est doublée d'une collaboration monétaire. C'est la mise en place de l'euro qui est mis en circulation le 1er janvier 2002, cet euro qui est aujourd'hui adopté par 18 États de l'Union. Deuxième élément, c'est une collaboration dans le domaine de la politique étrangère qui est prévue. Bon, actuellement, nous le voyons encore dans l'actualité récente, qui est difficile à mettre en place. Les États de l'Union européenne sont des États indépendants pour ce qui est de leur politique étrangère, qui ont du mal à s'entendre face aux grands problèmes internationaux. Troisième élément, c'est la création de la citoyenneté européenne, du citoyen européen qui a une liberté de circulation dans l'espace européen qui se voit garanti un certain nombre de droits. L'Union européenne est aussi marquée par un élargissement, c'est-à-dire par une augmentation du nombre de ses pays membres. Avec la fin de la guerre froide, une grande partie des anciens États d'Europe de l'Est entament une transition réussie vers la démocratie et l'économie de marché, et ces anciennes républiques communistes d'Europe de l'Est entrent petit à petit dans l'Union européenne. Cela à partir de 2004. 2004, c'est la date d'un élargissement sans précédent, puisqu'il y a 10 nouvelles entrées dans l'Union européenne. Parmi les États qui rentrent dans l'Union européenne, on peut compter l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. 2007, nouvelle vague d'entrée pour la Roumanie et la Bulgarie. Et avec l'entrée de la Croatie en juin 2013, l'Union européenne compte aujourd'hui 28
États membres. Nous avons donc une évolution de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest qui tend à unir de plus en plus et à unifier de plus en plus le sous-continent européen. Parlons maintenant du monde multipolaire. C'est le deuxième élément à aborder dans cette leçon. Au lendemain de la guerre froide en 1991, avec la dislocation du bloc de l'Est, de l'URSS, du pacte de Varsovie, on a eu quelque peu l'impression que les États-Unis apparaissaient comme la puissance dominante de la planète, un État absolument sans équivalent, avec une puissance sans équivalente, d'où un vocabulaire un peu particulier qui apparaît à l'époque, hein, avec la notion d'hyperpuissance américaine, non pas superpuissance, mais hyperpuissance, hein, c'est une notion qui est forgée par un ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, et puis d'où la sensation que le monde n'est plus bipolaire, avec deux blocs, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, mais unipolaire, c'est-à-dire organisé autour d'un seul pôle de puissance. De nombreux éléments vont dans ce sens. Tout d'abord des éléments en rapport avec la puissance politique et militaire des États-Unis, qui est incontournable, hein, grâce à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation qui date de la guerre froide, grâce aussi à de très très nombreuses autres alliances bilatérales, c'est-à-dire entre les États-Unis et un État particulier, eh bien, les États-Unis ont un réseau d'alliés sur la quasi-totalité de la planète. Deuxième élément, eh bien, nous avons ici la première armée du monde, des flottes, des bases militaires qui sont présents sur tous les océans, tous les continents. Autre élément qui va aussi dans le sens de la puissance politique et militaire des États-Unis, eh bien, on s'aperçoit que les États-Unis font partie des puissances nucléaires. Les États-Unis sont une des 8 puissances nucléaires de notre planète. Et puis enfin les États-Unis ont un siège à une organisation qui est une organisation clé pour ce qui est de la politique internationale. Hein. Ils possèdent un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège de membre permanent qui leur donne un poids certain au Conseil de sécurité puisqu'ils disposent d'un droit de veto. Hein. Ils ont le droit de bloquer toute décision. Une puissance donc politique et militaire incontestable, incontournable, mais aussi une domination qui est sensible dans de très nombreux domaines, ce qui fait que on peut parler de puissance globale quand on parle des États-Unis. Cette puissance globale, c'est tout simplement une puissance qui se manifeste dans un très grand nombre de domaines. Nous avons évoqué le domaine politique et militaire, et bien les États-Unis sont aussi une puissance économique incontestable. Le dollar est la monnaie de référence dans les échanges internationaux. La bourse de Wall Street à New York est la première bourse mondiale. Les États-Unis ont aussi un rayonnement culturel certain. Il n'y a qu'à regarder tous les produits culturels américains qui sont consommés en Europe, en France. On voit ça au niveau de la musique, des séries télévisées, des productions à destination de la jeunesse. On voit cela aussi dans la presse et la mode. Enfin, les États-Unis ont une supériorité technologique incontestable, ne serait-ce qu'au travers de quelques grandes multinationales du type Apple ou Microsoft, qui leur assurent véritablement une domination sans équivalent dans le domaine des systèmes informatiques. Et puis on pourrait aussi, par exemple, penser à Google. Un événement va constituer une rupture dans la politique étrangère américaine et va entraîner un changement, une évolution de l'image des États-Unis dans le monde. Cet événement, c'est le triple attentat que subit les États-Unis le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, au matin, les États-Unis sont victimes d'un triple attentat terroriste. Deux avions vont s'écraser à New York contre les tours jumelles, contre le World Trade Center, qui représente la suprématie économique des États-Unis. Un autre avion va s'écraser à Washington contre le Pentagone, le département de la défense américaine. Et un troisième est détourné
et s'écrase dans un champ de Pennsylvanie. Et cet événement est commandité par une organisation terroriste internationale fondée par un dénommé Oussama Ben Laden. Cette organisation terroriste islamiste, c'est Al-Qaïda. Dès le jour de l'attentat, euh, nous avons ici une triple attaque qui est perçue comme une déclaration de guerre, un acte de guerre contre les États-Unis, dont le territoire n'a jamais été attaqué directement et constitue jusque-là une espèce de sanctuaire. Et le président de l'époque, George W. Bush, décide d'engager une guerre contre le terrorisme international et contre les États le soutenant. Ces États sont qualifiés par George W. Bush de rock states, c'est-à-dire d'États voyous. Alors, dans les États voyous, il y a bien entendu les États qui soutiennent le terrorisme international. Il y a aussi les États qui développent des programmes visant à élaborer des armes de destruction massive, que ce soit l'arme nucléaire ou des armes chimiques. En 2001, donc, les États-Unis vont s'affirmer véritablement comme les leaders du monde civilisé et libre, et ils retrouvent cette place de gendarmes du monde qu'ils avaient eu quelque temps auparavant. À ce titre, ils vont intervenir dans différentes régions. Première région dans laquelle les États-Unis interviennent, c'est l'Afghanistan. Le 7 octobre 2001, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise les États-Unis et leurs alliés à intervenir en Afghanistan. L'objectif, c'est de renverser le régime taliban, puisque ce régime taliban est accusé d'abriter des bases d'Al-Qaïda dans les zones tribales de l'Afghanistan, pas très très loin de la frontière avec le Pakistan. Deuxième temps, c'est en 2003, en mars 2003, l'invasion de l'Irak par l'armée américaine et par ses alliés pour renverser Saddam Hussein, dictateur accusé d'élaborer des armes de destruction massive. Et cette fois-ci, cette intervention militaire se fait sans l'aval de l'ONU. Elle est donc l'objet de très très vives critiques. Il y a une véritable levée de bouclier au Conseil de sécurité, levée de bouclier au cours de laquelle s'illustre notamment la France au travers de son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Dominique de Villepin. La politique étrangère américaine, la politique militaire américaine et la suprématie américaine sont donc très rapidement critiquées. Il y a tout d'abord l'opposition que rencontrent les États-Unis au moment notamment de l'entrée en guerre contre l'Irak, opposition de la France, d'autres États européens, mais aussi opposition régulière de la Chine et de la Russie. Et puis, il faut prendre en compte aussi le bilan très très mitigé des interventions en Afghanistan et en Irak, deux États qui sombrent dans la guerre civile où se multiplient les attentats terroristes et où les Alliés peinent à assainir la situation. Au final, d'ailleurs, l'échec de ces interventions militaires explique que les États-Unis aient aujourd'hui quelques difficultés et hésitent à s'engager à nouveau. Au final, on assiste donc à la naissance non pas d'un monde unipolaire, c'est-à-dire un monde organisé autour de la superpuissance américaine, mais plutôt d'un monde multipolaire, un monde où différents pôles de puissance apparaissent. Alors, quels sont ces pôles de puissance? À côté des États-Unis, on peut considérer comme puissance le Japon et l'Union européenne. L'Union européenne, une puissance économique incontestable, mais c'est aussi une puissance politique, même si ces États membres sont souvent divisés face aux problèmes internationaux. La France, le Royaume-Uni possèdent l'arme nucléaire, et puis ils possèdent tous deux un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, comme les États-Unis, ce qui leur donne un poids incontestable sur la marche des choses à l'échelle internationale. Alors, bien entendu, ce ne sont pas des sièges qui sont possédés en propre par l'Union européenne, mais ce sont des sièges qui peuvent éventuellement être utilisés pour faire rayonner la politique et les positions européennes. Japon, Union européenne, et puis à côté, il y a des puissances émergentes, ce qu'on appelle souvent aussi les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Ces États représentent 40% de la population mondiale. Ils ont souvent une économie qui est en pleine
croissance, ils sont en plein développement. Ce sont des acteurs aujourd'hui incontournables, que ce soit de l'économie ou de la politique. Chine, Russie possèdent d'ailleurs l'arme nucléaire et un siège aussi de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et on s'aperçoit aujourd'hui, au travers de l'actualité récente, que ces États ont de plus en plus de prétentions sur la scène internationale. On pourrait prendre pour exemple les Jeux Olympiques de Pékin, que la Chine a conçu comme une espèce de mise en scène pour montrer l'importance de la Chine sur la scène internationale. Autre exemple, lui aussi pris dans l'actualité récente, il s'agit de la Russie et de l'Ukraine. La Russie a annexé une toute petite région de l'Ukraine qui est la Crimée. La Russie a un certain nombre de mouvements pro-russes, semble être à l'origine de troubles dans toute la moitié est de l'Ukraine. On a une forte proportion de population russophone. On voit ici la Russie revenir en force sur la scène internationale, et ce qui a confirmé le sentiment de certains analystes internationaux. Ça faisait plusieurs années déjà qu'on évoquait un retour des tensions États-Unis-Russie qui rappelait étrangement la logique de guerre froide. Eh bien, on retrouve de façon très très accentuée cette logique de tension autour de la question de l'Ukraine. Tout ceci semble bien confirmer cette évidence. Le monde, depuis la fin de la guerre froide, n'est plus bipolaire. Il n'est pas, comme on a pu le croire à un moment, unipolaire, c'est-à-dire dominé par la superpuissance américaine, mais il semble être de plus en plus multipolaire, c'est-à-dire organisé autour de plusieurs pôles de puissance, les États-Unis bien entendu, mais aussi l'Union européenne, le Japon et les BRICS.